quand tu veux. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bonne année 2025. On se retrouve du coup pour ces chroniques d'Alira, les premières en 2025. Donc bienvenue à vous, et je suis évidemment accompagné de ma troupe iconique avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan, comment tu vas? Salut tout le monde et bonne année à tous. Avec Virgile, rédacteur chez Alira. Bonne année tout le monde, salut tout le monde. Et Mickaël, qui va nous accompagner notamment pour parler d'IA. Comment tu vas? Yes, bonjour. Bah, malade, mais bonne année quand même, et la santé, surtout. Avant tout. Et évidemment, on sera accompagné de Pascal pour parler DeFi un petit peu plus tard. Mais en attendant, nous allons parler évidemment de blockchain. Et dans cette première partie des chroniques d'Alira, nous allons aborder les actus blockchain. On parlera, comme j'ai dit, de DeFi après, puis ensuite d'actu IA. Et enfin, on évoquera notamment tous les sujets chauds de 2025. Lesquels seront-ils? On essaiera d'anticiper le futur. On commence par la news blockchain et je lance du coup Gaëtan sur le sujet. Yes, allez, c'est parti. Je vais vous partager les 3 news que j'ai repérées cette semaine, hein, ces derniers jours, puisqu'on ne s'est pas eu en chronique la semaine dernière, donc c'est plutôt ces 15 derniers jours. J'en ai repéré 3 qui m'ont particulièrement plu. La première, c'est le rachat de FTX UE par une entreprise qui s'appelle Backpack. Alors Backpack, vous connaissez peut-être, si vous suivez de près l'écosystème Solana. Backpack, c'est un wallet aujourd'hui, notamment un wallet connu sur la blockchain Solana, assez récent. Et Backpack, c'est aussi une partie de l'ancienne équipe d'FTX, ceux qui ont voulu rester, qui ont voulu réutiliser le système, qui ont créé leur propre entreprise qui s'appelle Backpack. Ils ont créé un wallet dans un premier temps et ils ont annoncé effectuer le rachat de FTX EU. Donc, toutes les personnes qui avaient ouvert un compte en Europe après, de mémoire, avril 2022 étaient affiliées à la plateforme FTX EU. Donc, c'est Backpack qui rachètera cette plateforme, mais c'est aussi Backpack qui s'occupera des refunding, hein, donc de rembourser tous les créanciers, tous les clients qui avaient des fonds sur FTX à l'époque et qui étaient clients de FTX EU. Au moment où vous savez de quel FTX vous dépendez si vous êtes dans le process. En tout cas, c'est intéressant. Ce sera un échange qui aura les fameux perpétuels, les PERPS. Ils rachètent la licence associée. Il y a très peu d'échanges en Europe qui ont cette licence pour les PERPS. Donc Backpack fera partie de ces échanges en Europe qui autoriseront les perpétuels. À voir ce que ça donne, hein, mais en tout cas, l'annonce date de cette semaine. Backpack qui rachète FTX EU. Deuxième annonce, c'est l'annonce de Sonic. Alors, qu'est-ce que c'est Sonic? Sonic, c'est le rebranding, la nouvelle blockchain de Phantom, qui était transitoirement nommée Opera également. Vous connaissez sans doute Phantom avec sa crypto FTM. Et l'un de ses fondateurs, André Cronge, je pense en anglais. Eh bien, Phantom lance une nouvelle blockchain. Alors, ce n'est pas un fork, je me suis bien renseigné, ce n'est pas un fork, ni un soft fork, ni un hard fork. C'est une nouvelle blockchain qui est redémarrée depuis zéro, qui s'appelle Sonic, mais dans laquelle tous les possesseurs de FTM auront droit à la crypto S.
et selon la crypto sur Sonic. Donc en gros, c'est une nouvelle blockchain, mais c'est comme si on transférait, il y aura les deux qui coexistent en parallèle, il y aura toujours Phantom d'un côté et Sonic de l'autre, mais tous les possesseurs de FTM sur Phantom ont le droit à avoir des S sur Sonic, donc avec une supply distribuée. C'est intéressant parce qu'ils utilisent les dernières nouveautés technologiques pour créer une blockchain très scalable de layer 1, donc c'est une blockchain plutôt centralisée, même s'il faut que j'étudie un peu plus en détail les requirements pour les nœuds. Mais c'est une blockchain qui utilise un peu les dernières technologies, donc c'est pour ça qu'ils redémarrent de zéro. Ils ne peuvent pas garder le background historique de la blockchain Phantom, qui a des propriétés intéressantes, 10 000 transactions par seconde, finalité en moins d'une seconde, compatible EVM, donc toutes les applis EVM pourront être déployées dessus. Donc les développeurs Solidity notamment ne seront pas trop perdus. Et ça utilise un DAG. Je sais que Cyril adore les consensus à base de DAG. Ça utilise du Practical BFT avec un système de DAG. Alors, je ne sais plus si j'ai l'image. Je crois l'avoir un petit peu plus bas. Évidemment, je n'ai pas préparé ça, mais dans consensus, voilà. Ici, c'est le système que va utiliser Sonic. On vous en parlera peut-être plus tard, mais c'est assez intéressant. Ce n'est pas une blockchain directe, c'est un système de DAG qui leur permet justement d'atteindre cette scalabilité. On vous en parle aussi parce que du coup, il y a un gros système d'incentive ou d'airdrop. 6% de la supply du S va être distribué, donc S c'est leur crypto-monnaie, va être distribué aux personnes qui utilisent des applications sur Sonic dans les 6 premiers mois de mémoire. C'est un airdrop qui se fera sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Ça représente un certain pactole, 6% de la supply du S / du FTM, du Phantom. Voilà, donc ça peut être intéressant. On vous le dit comme ça en passant, mais n'hésitez pas à aller regarder les différentes opportunités qu'il pourrait y avoir à utiliser un AV qui se déploierait sur S, un Pendle, un Spectra, un Uniswap, bref. Ça laisse plusieurs opportunités. Troisième petite news, c'est un peu dans la même veine. C'est un programme d'incentive majeur qui est lancé cette fois-ci sur ZK Sync. Donc ZK Sync, c'est un layer 2, c'est un roll-up sur Ethereum. C'est même une entreprise qui a créé un roll-up qui s'appelle ZK Sync ERA et qui en crée plusieurs. C'est des Zero Knowledge Roll-up. Et sur leur roll-up principal, donc ZK Sync ERA, ils font un énorme programme d'incentive puisqu'ils vont distribuer sur 9 mois 325 millions de ZK tokens. Ça représente environ 100 millions de dollars. Donc, c'est un sorte d'airdrop de 100 millions de dollars qui va durer, donc d'incentive plus que d'airdrop, parce que ce n'est pas vraiment un airdrop, mais qui va durer sur 9 mois. Donc, tous les mois, ils distribuent 1/9 environ de ces 100 millions de dollars aux personnes qui utilisent les différentes applications de ZK Sync ERA. Il y a des boosts selon les applications, mais il y a des AV, des équivalents d'Uniswap ou des applications spécifiques à ZK Sync ERA qui sont éligibles. Et vous avez tout ce programme-là décrit ici dans ZK Sync Ignite, vous voyez dans le détail. Donc, il y a toutes les applications qui sont éligibles, les opportunités, les rendements associés, bref. Ça a l'air assez intéressant à voir, évidemment. Plus le monde qui va, moins c'est intéressant. C'est toujours la même chose. Et ça représente quand même 100 millions de dollars d'incentive. Ce n'est pas courant. On n'a pas tous les jours 100 millions de dollars d'incentive dans la blockchain. Donc, je voulais vous en parler, vous en faire part si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement pour vous parler de cette initiative faite par ZK Sync ERA qui est nécessaire pour se démarquer de toute la concurrence et notamment le monde d'Optimism. L'écosystème d'Optimism, c'est l'écosystème le plus concurrent, celui de ZK Sync aujourd'hui. Voilà pour mes 3 petites news. Et je cède la main à Virgile, je pense qu'il y a 3 autres petites news à vous donner. Yes, merci Gaëtan. Alors, beaucoup de choses se sont passées, et puis notamment du côté de la DeFi, à commencer par les émetteurs de stablecoin et surtout Ethena qui a publié un rapport qui est disponible sur Mirror assez récemment. Et Ethena, c'est vraiment le stablecoin qui a fait l'année 2024, notamment avec son système de rendement qui est basé sur funding rates. Et en gros, ses objectifs sur plus long terme, ce serait d'intégrer également la TradFi dans son système. Donc là, on a déjà vu qu'il est déjà connecté à des protocoles DeFi et des plateformes d'échange centralisées, justement, pour proposer ses rendements. Et là, le but d'Ethena, pour le plus long terme, ce serait carrément le niveau au-dessus, en allant chercher directement la finance traditionnelle avec les gros noms comme BlackRock et Fidelity, enfin des noms assez connus. Après, il n'y a pas que ça dans le rapport, il y a aussi d'autres infos qui sont assez intéressantes, mais ça valait le coup d'être souligné. Alors, pour ce qui est de la deuxième news de cette semaine, c'est un autre émetteur de stablecoin qui s'appelle Usual. Et en gros, Usual, c'est le stablecoin qui a été créé par une équipe française et notamment Pierre Persson à sa tête, qui a récemment dépassé le milliard. Et en gros, ce qui a été récemment publié de la part d'Usual, c'est qu'ils vont bientôt faire basculer leurs revenus. Après, pour rappel, la problématique qui a été constatée par Usual, c'est que les émetteurs de stablecoin comme Tether, en gros, ils arrivent à tirer énormément de revenus de la part des obligations américaines pour émettre leur stablecoin, mais ils donnent quasiment rien en fait. Tous les revenus appartiennent uniquement à l'entreprise.
Et en gros, une des promesses du JOL, c'est qu'ils vont partager des revenus tirés à partir de ces obligations pour les redistribuer aux holders de tokens du JOL, justement. Et là, on est en train de. Le JOL est sur le point d'en parler et ça rejoint un peu la thématique du fee switch qui est pas mal attendu en 2025, dont UJOL fait partie. Alors, pour ce qui est de la troisième actu de cette semaine, là, on est sur un record d'activité sur les plateformes d'échange décentralisées. Alors, il faut savoir que sur ces derniers mois, on est sur des sommets d'activité toute période confondue. Pour les plateformes d'échange décentralisées, on doit être à 400 milliards de dollars d'échanges juste pour un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare par rapport aux plateformes d'échange centralisées, eh bien, on est en train de gagner du terrain. Là, on était on était en train de monter progressivement. Là, on est forcément le mois de janvier n'est pas fini, mais on est à près de 20%. Et on peut constater que, notamment grâce à Solana et grâce à Base, eh bien, il y a de plus en plus de volumes qui se font directement sur la blockchain. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les plateformes d'échange simples, hein, il y a aussi les produits dérivés où la finance décentralisée gagne beaucoup plus de terrain. Et ma foi, c'est une preuve de plus que la DeFi gagne en maturité au fil des ans. Après, même si elle gagne en maturité, il n'empêche qu'il y a certains dangers qui persistent, et notamment du côté d'Hyperliquid, où on a pu voir une lettre ouverte qui a été adressée à l'équipe d'Hyperliquid. Et en gros, le but de cette lettre, c'était de faire prendre conscience à l'écosystème d'un peu toutes les problématiques auxquelles Hyperliquid est confronté, c'est-à-dire la centralisation des validateurs, le fait que le code du projet est en source fermée, le fait qu'il y a un manque de documentation, etc., etc. C'est assez détaillé. Alors forcément, c'est un peu anxiogène c'est un peu anxiogène quant aux problématiques d'Hyperliquid, mais justement, ça vaut le coup d'être étudié et on préfère justement ce genre de lettre ouverte qui préfère mettre l'emphase sur les problématiques et proposer des moyens d'aider plutôt que de chercher à attaquer directement le protocole. Donc voilà, c'était les 4 actus que j'avais à partager avec vous et je vais laisser la parole à Cyril. Et ta deuxième actu qui était notamment sur la révolution de la DeFi depuis quelques temps, on en reparle évidemment dans le dernier sujet. Et sachant que si vous voulez aussi en savoir plus sur Hyperliquid, on en a parlé dans les dernières chroniques avant les vacances. Et donc moi je vais avancer un petit peu aussi en parlant un petit peu de DeFi et ensuite on ira sur d'autres sujets. AAV qui est l'un des protocoles principaux sur l'ensemble des chaînes Ethereum ou peu importe toutes les EVM, aujourd'hui ont décidé de se lancer dans d'autres écosystèmes et notamment dans l'écosystème de Aptos. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi sur les blockchains, Aptos c'est donc une blockchain qui a un système d'exécution des applications qui est différent et qui est notamment codé différemment. Et donc le langage sur Aptos s'appelle le Move, c'est notamment le même que l'on va retrouver chez l'ancien de Facebook qui s'appelait Diem ou aujourd'hui aussi chez Sui. Et donc du coup Move est un langage de programmation qui a un peu le vent en poupe, qui ressemble notamment pas mal à Rust sur plein de sujets. Et donc ce move, finalement, en tout cas le move d'AAV, la décision d'AAV d'aller dessus, c'est leur première décision d'aller sur une blockchain qui est non EVM. Évidemment, ils sont disponibles sur beaucoup d'EVM. Cette fois-ci, ils ont réussi à coder leur technologie sur une autre blockchain. Et donc sur un autre système d'exécution. C'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant et qu'on voulait aussi mettre en avant, et c'est peut-être la première des occasions qu'ils ont de sortir d'Ethereum, pourquoi pas, de venir un jour, pourquoi pas sur Solana. Étant donné que c'est un gros protocole, pourquoi pas aller dessus. Bref, on trouve que cette actu, c'est une actu qui est assez majeure, puisque AAV est aujourd'hui leader dans son domaine. Et si on se retrouve à avoir AAV un petit peu partout sur les autres blockchains, c'est peut-être quelque chose qui pourrait leur permettre d'avoir une hégémonie aussi sur les autres écosystèmes. En parlant d'autres écosystèmes, on avait envie d'évoquer 2 petits sujets qui concernent directement Alira. On travaille depuis pas mal de temps maintenant, depuis un peu plus d'1 an, avec Solana. Et donc du coup, je voulais vous rappeler que cette formation que l'on offrait l'année dernière déjà est reconduite cette année.
Et là ici vous pouvez voir le post de Gaëtan qui vous met à disposition notamment dans le premier lien ici de quoi s'inscrire. Ça sera une formation sur 13 semaines, on en a rajouté une par rapport à la dernière fois, avec 60 places maximum pour cette formation qui est complètement gratuite. La seule chose à débourser c'est la caution qui vous est rendue évidemment en fin de formation. Et c'est une occasion pour la plupart des gens qui savent déjà développer sur Rust ou qui ont envie d'apprendre, d'aller sur un écosystème à part entière. Donc pour les anciens devs d'Alira ou pour d'autres devs, c'est l'occasion de venir se former dessus. J'ai dit 13 semaines, mais en Ouais, fait non. c'est 8. C'est 8, c'est ce que j'allais te faire le... 9. En fait, c'est ça le truc, c'est 9. que c'est 9 et D'accord, non pas 8. 9 Bon, le bref, 8. peu importe. Donc voilà, un petit peu l'occasion de venir coder sur un autre écosystème, comme j'en parlais avec AAV. Mais on travaille aussi avec une autre fondation dans le lancement de son hackathon qui s'appelle le Mamothon. C'est notamment le hackathon de Celestia. Celestia, on l'a déjà évoqué notamment dans les top blockchains de l'année, puisque ils font partie de ceux qui vont utiliser ce qu'on appelle de la data availability. C'est tout un système qui permet de retrouver de l'information beaucoup plus rapidement notamment. Et chez Celestia, ils mettent à disposition donc un hackathon qui est global avec 250 000 $ de gains à se faire, évidemment partagé entre l'ensemble des gagnants. Et on souhaite évidemment qu'il y ait une team française qui nous représente, une petite team Alira, ce serait incroyable. Et on espère en tout cas que l'ensemble d'entre vous peut être évidemment amené à gagner lors de ce hackathon. C'est disponible évidemment pour les devs, pour les non-devs qui ont envie d'essayer de construire quelque chose dessus. Bref, c'est l'occasion pour tous aussi de venir apprendre ce que c'est que la technologie de pointe de Celestia. Allez, je vais essayer de faire vite pour les dernières. Et car il est déjà 12h45. Petite news maintenant un petit peu hors de la tech, notamment la première sur le groupe BPCE, donc le groupe Banque Populaire qui a enfin son agrément PSAN. Ils vont pouvoir permettre, Banque Populaire Caisse d'Épargne, ils vont pouvoir donc permettre à leurs clients d'obtenir des cryptos, de gérer notamment les cryptos pour le compte des clients avec cet agrément PSAN. Ils vont du coup être par défaut disponibles pour toute l'Europe puisque évidemment dès que Mika est en place, l'agrément PSAN finalement on fait office quasi d'équivalence directe, on en a déjà parlé. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir une banque aussi grosse qui se met dedans. Après évidemment déjà des blocs ou d'autres Société Générale Forge aussi qu'on a déjà pu évoquer. Et enfin deux petites news très rapides sur l'écosystème asiatique. Moi je l'ai évoqué notamment quand on a parlé de Tron récemment. Faut pas oublier que l'écosystème asiatique c'est un énorme écosystème pour la blockchain mais qui sont assez différents d'une autre. En tout cas c'est pas un écosystème qui est en direct lien avec ce qu'on peut avoir, notamment parce que les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes, parce que les canaux d'information ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, le marché asiatique, c'est un marché qui est notamment fermé parce qu'il y a eu le ban des cryptos de la Chine pendant longtemps. Il y a un ban notamment de la Corée du Sud aussi sur les cryptos. Et ce sont des choses qui ont tendance à partir de plus en plus. Alors, dans diverses manières. Pour la Chine, c'est notamment le fait d'utiliser de plus en plus la blockchain à l'intérieur de leur système d'information. Donc pas forcément avec des blockchains publiques, mais avec des systèmes permissionné, mais en tous les cas, c'est notamment l'occasion pour eux d'aller chercher du côté de ces technologies-là, pourquoi pas pour avoir quelque chose de plus institutionnalisation qui est réalisée par la Corée du Sud. Ils sont en train de réfléchir justement à comment faire pour mettre en place un système qui permet aux institutionnels de venir investir sur les crypto-monnaies et donc finalement faire un petit peu comme on fait en Europe avec des systèmes type Mika ou type PSAN agrément pour permettre justement à ces institutionnels de venir trader pour le compte de clients ou ce genre de choses. Bref, en tout cas, on voit que ce marché-là est porteur aujourd'hui et a tendance à finalement revenir vers une position qui a tendance à être vers la crypto plutôt que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, quelque chose plutôt d'anti-crypto. Alors c'est pas fait, on vous parle de news qui en tout cas sont dans les tuyaux, là on parle de 2029, on parle aussi de Six to Lift, donc du coup c'est cherche à enlever les restrictions. Donc voilà, c'est pour plus tard, mais c'est intéressant de voir des effets positifs. On est en 2025, c'est la bonne année, et on essaye de chercher tous les effets positifs de ce début d'année. Bref, on va donc pouvoir passer à la DeFi, et je laisse du coup Gaëtan et Pascal. Tout à fait, demain Pascal nous a rejoint. Je rajoute Pascal. Hop. Salut Pascal, Salut, bonne Gaëtan. année à toi. Bonne année à tout le monde. Tu vas bien? T'as passé des bonnes fêtes? Très bien, ouais. Très studieuse ou pas? Beaucoup de mouvements sur mes portefeuilles. Ouais. Des choses que j'ai. Tu sais, des fois, tu remets des choses au lendemain, genre, la prochaine fois, j'optimiserai ça ou ça. Et la rentrée s'amène aussi très studieuse parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mouvements à faire. Et là, j'ai un peu la flemme. Parce qu'il y a l'effondrement, entre guillemets,
du rendement sur Usual et du coup, j'ai envie de partir et d'aller ailleurs. Et ça va me prendre beaucoup de temps parce que je fais beaucoup de leviers, donc il y a beaucoup de choses à déboucler. Donc voilà. Voilà. La suite au prochain épisode, parce qu'on aura le temps de voir toutes ces stratégies dans les épisodes d'après, parce que cette semaine, je pense que tu nous fais la suite de la culture financière que tu avais démarré juste avant la pause hivernale. C'est bien ça, hein? C'est Tu t'es muté, je pense, entre-temps, Pascal. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton. La dernière fois, j'ai terminé l'année pour parler de la manière dont moi je gère mon exposition, donc Bitcoin, Ether, USD. Et je voulais commencer l'année, au lieu de commencer par parler des stratégies, j'ai toute l'année pour vous parler des stratégies. Je voulais commencer l'année par comment faire pour avoir une culture financière, comment est-ce qu'il faut penser, comment est-ce qu'il faut envisager l'investissement. Et du coup, on est parti. J'aurais juste un tout petit fichier à vous partager. C'est un fichier que certains connaissent, c'est le fichier des intérêts composés. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par ça, mais avant tout, ce qui me motive à faire ce type de discours, c'est que très souvent, les gens qui viennent me poser des questions sur quel est le capital qu'il faut pour faire de la DeFi, beaucoup sont découragés parce qu'ils ont que quelques centaines, voire quelques milliers, certains un peu plus d'euros, et ils disent, bon, je vais pas mettre 1000 euros pour gagner 10% par an ou 20% par an. C'est pas avec ça que je vais pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Et du coup, il y en a beaucoup qui se tournent plutôt vers des stratégies beaucoup plus risquées, le trading, l'effet levier, chasser le même coin à la mode, etc. C'est un très bon moyen de se constituer un gros capital très vite. Mais comme tu sais, comme je pense que la plupart le savent, le nombre d'élus est très limité. Et c'est pas parce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur Twitter qu'il y en a qui transforment quelques centaines ou milliers d'euros en plusieurs millions que c'est facilement réplicable, très très loin de là. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés par le fait qu'il n'ait pas de compte très, très garni. Du coup, les petits rendements à 10, 20, 30% de la DeFi, c'est pas sexy. Et donc, je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager l'investissement et la vie en général. Et donc, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Donc, si on n'a pas de capital, en gros, on est dans une démarche de création de capital. Donc, la première chose à faire, c'est d'auditer un peu sa situation personnelle, regarder quels sont les revenus et les sources de revenus, regarder quelles sont les dépenses. Et la première chose à faire, c'est optimiser les dépenses. On peut trouver des petits hacks, même si c'est 10 euros par-ci, 20 euros par-là, mais optimiser au maximum les dépenses pour augmenter tout simplement la capacité d'épargne mensuelle. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a les plus bas revenus qu'on puisse avoir quand on travaille. Donc, quelqu'un qui a un SMIC, et c'est ma sœur. Ma sœur, elle est assistante maternelle à domicile, donc elle garde des gamins, et elle gagne à peu près entre 1300 et 1500 euros par mois. Elle est donc indépendante, elle doit cotiser elle-même pour sa retraite et tout et tout, et elle a une mutuelle retraite à 40 euros par mois. Et il y a quelques mois, j'ai enfin réussi à la convaincre d'arrêter de donner 40 euros par mois à une mutuelle retraite et de plutôt les mettre en DeFi pour plusieurs raisons. Déjà, quand on les met sur une mutuelle retraite, l'argent il n'est pas accessible très facilement. Le rendement est très bas. Et puis, on ne sait pas quand est-ce que sera l'âge de la départ en retraite en France. Elle a 35 ans, donc vraisemblablement, elle a encore pour au moins 30 ans. Elle n'a jamais réussi, elle n'a pas de culture financière, elle n'a jamais réussi à économiser, elle a fait plein de conneries, des prêts, des machins et tout. Et du coup, depuis plusieurs mois, elle me donne du coup 40 euros par mois. Je l'aide à les placer pour elle. Donc, on passe par Monerium et puis on fait tout en euros. Et je lui ai fait un petit schéma pour lui montrer que même 40 euros par mois, en fait, même si c'est clair qu'on va pas gagner des centaines de milliers d'euros par an tous les ans, et ben, à la longue, sur une très longue période de temps, c'est la bonne stratégie à avoir. Donc, je vais vous partager juste comment je fais déjà. Ah oui, share screen, un petit fichier Excel. Tu pourrais Si je le t'afficher. retrouve. Ouais, dès que je le vois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, on voit le fichier Excel, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai pu l'afficher. Donc là, je suis parti sur du 10% annualisé. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué d'avoir une performance stable sur la durée. 10% par an pendant des années, des années, des années, c'est très compliqué. Maintenant, comme vous l'avez vu sur la DeFi, les intérêts qu'on peut générer sont relativement élevés. Et personnellement, depuis que j'ai commencé à générer des revenus via la crypto, donc c'était déjà bien avant la DeFi, je faisais déjà du lending à l'époque sur les exchanges centralisés, donc en 2018-2019. Et à l'époque, je pouvais générer entre 9 et 14% par an, ce qui est déjà énorme sur mes USD en les prêtant sur Bitfinex, par exemple. Après, avec l'arrivée de la DeFi et tout, ça a changé. Mais du coup, depuis que je fais de la DeFi, depuis 2019, ma performance moyenne annualisée, c'est à peu près entre 20 et 22-23%. Donc 10% par an, je trouve que c'est relativement conservateur.
d'expérience quand on est en bear market, même si ça fait que 5-6 ans que la DeFi existe, on arrive à essayer on tend vers des 10-15% de rendement par an. Et quand on est en bull market comme en ce moment, comme vous savez, on va plutôt sur du 20, 30, 40, voire plus pour cent par an. Donc 10% par an, c'était quelque chose de relativement conservatif, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile de faire tous les ans. Et donc, on est parti du principe que tous les mois, elle met de côté 40 euros. Pendant 30 ans, ça fera 14 400 euros. Donc ça, c'est la somme qu'elle aura mis de côté pour, du coup, sa retraite. Mais l'idée, c'est que ces 40 euros, donc elle me les donne tous les mois, et tous les mois, je vais réinvestir les intérêts qu'on génère avec ce petit capital de 40 euros. Alors, bien évidemment, 40 euros, c'est pas assez parce que ça ferait le gaz que l'on paye, même sur des petites blockchains, ça va énormément grignoter la performance. Donc, ce que je fais tant qu'elle n'a pas un capital un peu plus important, c'est que, bah, en fait, elle me les file. Moi, je les mets sur un wallet avec lesquels j'ai aussi quelques fonds à moi, et comme ça, au moins, on mutualise le gaz. Donc, 40 euros par mois à 10% par an, le premier mois, c'est-à-dire qu'elle gagnerait 33 centimes. Et tous les mois, je vais réinvestir. Donc, le mois suivant, elle rajoute 40 euros, donc ça fait 80 euros, plus les 33 centimes du mois d'avant, et ainsi de suite. Donc, à la fin de la première année, le capital qui aura été mis de côté, ça sera 502 euros. Il y aura donc eu 480 euros qu'elle aura mis de côté, plus 22,62 euros qui auraient été générés. Alors, comme j'ai dit, ça ne fait pas rêver. Ça, c'est un an de travail pour générer 22 euros. Et ça découragerait beaucoup de gens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si je vais beaucoup plus bas dans mon tableau et qu'on arrive, par exemple, à l'année numéro 30, donc à la 30e année, elle aura effectivement mis de côté 14 400 euros, 360 mois, mais en générant 10% par mois et en réinvestissant tous les mois ce qu'on a généré le mois d'avant, le capital serait de 90 419 euros. Et alors, avec 90 499 euros, ça lui permettrait de générer par an suffisamment pour avoir sa complémentaire retraite qui serait plus ou moins identique à ce qu'elle aurait eu avec sa petite mutuelle à 40 euros. La seule différence, c'est que là, le capital, elle le possède. Et puis, 10% par an, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour prendre une fourchette basse. Il suffit de réussir si j'arrive à refaire les 20% par an que je fais depuis toutes ces années, les chiffres s'envolent, puisqu'au bout de la 30e année, on serait à quasiment 1 million d'euros. Alors, je ne dis pas que sur 30 ans, je vais transformer ces 14 000 euros en quasiment 1 million d'euros. C'est juste un exemple théorique pour motiver, en fait, et pour montrer que même si on démarre avec des petits capitaux, qu'on a une petite capacité d'épargne mensuelle, si on commence dès le plus jeune âge à investir et être super rigoureux, alors avec la puissance des intérêts composés, on peut vraiment avoir un capital beaucoup plus important au fur et à mesure des années. Bien évidemment, il y a les risques qui sont associés, que vous connaissez, les hacks peuvent arriver, etc. D'où également l'idée d'avoir une gestion du risque qui est quand même assez conservatrice et donc de bien splitter le capital sur plusieurs stratégies, ce qui est un problème quand on met que 40 euros par mois tous les mois, comme vous savez. Mais il y a quand même des stratégies relativement low risk qui permettent de générer ce type de performance. Et donc, moi, ce que j'ai aidé surtout à ma sœur à faire, déjà, c'était de faire un audit de sa situation. Donc, je vais essayer d'optimiser ses dépenses. Des trucs aussi cons que changer son forfait téléphone, essayer de regrouper des dépenses qu'elle a avec son mari, genre les machins d'assurance et tout. Et petit à petit, on a réussi à les faire économiser une 50aine d'euros de plus par mois. Et donc, elle, comme ça, ça change rien à sa capacité d'épargne d'avant. Elle mettait déjà 40 euros par mois de côté à l'époque. Là, maintenant, elle peut remettre un peu plus, mais elle veut se garder un petit fonds quand même à côté, pourquoi pas. Donc, ce que j'ai réussi à lui faire économiser, pour l'instant, on le garde pour elle. Et puis, tu lui fais un petit fonds si un jour elle a besoin, c'est pas un pneu qui crève ou un truc comme ça. Donc voilà, bien évidemment, quand on a des capitaux plus importants, qu'on peut mettre beaucoup plus par mois, les chiffres, voilà, si on arrive à mettre 100 euros par mois de côté, à 10%, mais vous pouvez refaire ce tableau, je peux le partager pour ceux que ça intéresse, même avec du 5 ou 6% par an, et vous verrez que, avec encore une fois, la puissance d'intérêt composé, les capitaux qu'on est capable ensuite de générer, les revenus qu'on est capable de générer, sont vraiment très importants. Et avant de faire de la DeFi, moi j'étais dans la finance classique, mais l'investissement ne m'avait jamais intéressé, parce qu'en fait, dans quoi je pouvais investir? Bon, dans l'immobilier, dans les actions, mais l'immobilier, moi, j'avais pas accès au crédit, donc c'était des sommes qui étaient beaucoup trop importantes. Et puis, ça m'intéressait pas, du coup, de devoir mettre de côté pendant X années pour pouvoir acheter quelque chose. Il n'y avait pas la DeFi à l'époque, il n'y avait pas la possibilité d'investir facilement avec des petits montants. Donc, du coup, l'investissement ne m'a jamais intéressé, alors que je travaillais dans la finance.
depuis que je fais de la DeFi, l'épargne, c'est devenu un jeu à part entière. C'est-à-dire que, limite, des fois, c'est un peu trop abusé. Mais mon plaisir tous les mois, c'est d'être capable de mettre le plus possible pour pouvoir réinvestir le plus possible. Et depuis que je fais de la DeFi et que je commence à parler de la DeFi autour de moi, mes amis et tout, et autres familles, bah, on a tous maintenant réussi à avoir cette espèce de switch, en gros, dans le cerveau qui dit, ouais, tous les mois, l'objectif, c'est d'économiser pour pouvoir investir. Et même si au début, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Le résultat se compte après 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc ça, c'est comme ça que je voulais commencer l'année. Ouais. Et il y a quelque chose qui est souvent dit en France, c'est que on n'a pas du tout de culture financière. En France, on est un pays où il manque énormément de cet aspect que les Américains ont davantage. Et les gens passent énormément de temps au travail pour accumuler de l'argent, enfin pour gagner de l'argent, mais passent quasiment pas, voire pas du tout de temps à s'occuper de leur investissement et de leur patrimoine personnel. Alors qu'au final, ils pourraient, à terme, avec les intérêts composés que tu viens de montrer, gagner tout autant que, le fruit de leur travail, entre guillemets. Enfin, ils passent énormément de temps à gagner de l'argent et peu de temps à le faire travailler ou à le faire exploiter intelligemment. Et la DeFi, pour l'instant encore un peu complexe, toi et moi on est un peu des pionniers et tous les gens qui nous écoutent sont un peu des pionniers à manipuler là, avec nos petits wallets MetaMask et Rabi, à aller faire nos interactions. Mais une fois qu'elle sera intégrée davantage au monde financier, avec des néobanques qui seront l'interface, le front-end de la DeFi qui sera utilisé derrière en back-end, je pense vont permettre de changer cela et de permettre effectivement, comme tu l'as montré, avec de petits capitaux, de commencer à s'intéresser à ces plateformes, à ces rendements qui auparavant n'étaient accessibles qu'aux plus riches. Prêter de l'argent comme ça, de manière peer-to-peer, c'était impossible pour un salarié traditionnel, entre guillemets, mais désormais avec la DeFi, c'est possible pour tous. Et donc ça, armé d'une culture financière un peu plus intéressante et un peu plus poussée en France, permettra enfin peut-être aux gens de réfléchir à une retraite par capitalisation et non pas par répartition. Bref, tout ce qui est en train de discuter en ce moment avec les problèmes de l'État en France. Mais c'est extrêmement intéressant de faire cette projection des intérêts composés. C'est magique. Je crois que c'est Warren Buffett il a une très bonne citation sur les intérêts composés que j'ai plus en tête. Tu la connais peut-être. Mais sur leur force, c'est quand tu réalises leur force, tu ne peux qu'investir là-dedans. Donc lui, il était très connu. C'est la 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde, c'est que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, c'est ça la citation, tout à fait. Après, il y a d'autres choses. Bon, bien sûr, la vie de chacun, là, je vois quelqu'un en arrêt maladie. La vie de chacun est différente, mais moi, malheureusement, j'ai grandi aussi dans une famille qui a aucune culture financière et c'est la culture on fait des crédits à la consommation. Et donc ça, c'est la pire des choses. En fait, le crédit, c'est très bien quand on a de l'argent, mais c'est le pire des choses quand on n'a pas d'argent. Alors bien sûr, des fois, on est obligé de faire un crédit, mais des fois, tu vois, je vois autour de moi, donc mes amis d'enfance ou quoi, ah bah tiens, je vais faire un crédit pour acheter un téléphone. Ok, on a tous envie de se faire plaisir, un iPhone, un machin, un ça. Et après, quand je regarde le prix de l'iPhone, le prix du crédit, le coût du crédit, je calcule maintenant avec la DeFi le coût d'opportunité, ce genre de truc. Et je me dis, putain, mais il y a tellement mieux à faire. Et même moi, aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, j'essaie au maximum de passer par le crédit. Et j'en suis devenu, comme je dis, c'est peut-être un peu trop psychopathe, mais je prends mes feuilles Excel et je calcule, limite, si je vois une différence de 100 ou 200 euros entre une option A ou une option B, j'irai vers l'option A parce que c'est toujours 200 euros de plus, etc., etc. Donc, tout ce que je peux acheter à crédit, que ce soit des voitures, immobilier, etc., je le fais parce que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter cash que d'acheter à crédit à cause du coût d'opportunité. Bien évidemment, il faut que les intérêts du crédit soient inférieurs à ce qu'on est capable de générer. Mais en général, c'est le cas. Quand tu achètes une voiture, c'est un taux à 2, 3, 4, 5, 6, 7%. Et l'autre chose également, ça c'est un peu plus clivant, mais moi j'ai de l'immobilier et en fait je veux tout revendre parce que j'ai eu la chance d'acheter quand les prix étaient bas en Bulgarie. Là on est dans une bulle, donc j'ai vraiment envie de revendre. Mais surtout parce que j'ai réalisé il y a quelques mois de ça que merde, tout cet argent bloqué dans l'immobilier, je dois payer des taxes, puis c'est très chiant l'immobilier. Enfin, en tout cas, moi ça me fait beaucoup chier. L'illiquidité est très embêtante dans c'est illiquide et tout. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je me fais chier? Je mettrai tout dans des stratégies peu risquées, je diversifie comme il faut. Je sais que même s'il y a un hack qui va arriver, je perdrai quoi? Les 5-10% maximum de ce capital. Mais je m'assois sur des revenus qui sont importants et du coup, je suis en train de tout liquider. Et j'ai aussi réussi à convaincre ma mère qui, pour l'instant, c'est la pierre. Enfin, c'est vraiment le vieil adage. D'aussi vendre son bien pour se mettre en location parce que ça coûte trop d'argent aujourd'hui. Elle paye des impôts, des machins, et là. Et il y a un coût d'opportunité qui est énorme. Alors, je dis pas de vendre votre immobilier, mais en fonction des profils de chacun, de réfléchir parce que le fameux l'immobilier, c'est le meilleur truc d'investissement. En fait, c'est quelque chose c'est du bourrage de crâne depuis qu'on est tout petit. On a tous entendu ça. C'est parce que c'était vrai. C'est ce qui a créé énormément de fortune dans les années 60, 70, enfin les 30 glorieuses.
Et oui, je suppose que vous avez tous entendu parler de l'histoire de vos grands-parents, etc., qui ont bâti beaucoup de fortune. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont capables de faire de l'immobilier et de générer de l'argent, mais c'est pour moi ceux qui sont manuels de leurs mains. Tu vois, quelqu'un qui peut acheter un truc complètement tout en pièces et puis tout refaire et revendre et flipper. Mais après, pour les gens pour qui c'est pas le métier et qui vont s'endetter pour acheter un bien, soit pour investir, soit en résidence principale. Bah, aujourd'hui, il y a plein de vidéos pour ceux qui s'intéressent sur Internet qui comparent du coup le crédit et le coût de posséder versus louer. Et toutes ces vidéos, en plus, ne parlent pas, bien sûr, de ce que l'on peut générer en DeFi. Et moi, j'ai Du fait coup, ces du petits profit. calculs-là voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc tout ça, c'est la culture financière. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Il faut l'adapter à sa situation, à sa psychologie et tout. Mais en tout cas, gardez en tête ce petit fichier sur les intérêts composés, parce que peu importe votre montant, il faut que vous commenciez dès aujourd'hui à investir. Même si c'est des petits trucs sur AV à 10%, c'est très bien. Il faut commencer à prendre le pas. Et ça vous familiarisera avec la tech qu'il y a derrière en plus. Ça En vous plus, rendra ouais. plus autonome et indépendant. Merci beaucoup en tout cas, Pascal, pour cette chronique culture financière. Est-ce que tu connais déjà le thème de la semaine prochaine où je pense, reparleras d'une stratégie en particulier? Bah, je vais parler de l'USR, je vais parler de mise à jour de stratégie sur les funding fees. J'ai diversifié un peu, j'utilise aussi maintenant un peu JMX, puisqu'on peut utiliser le collatéral en ROAP STOTH. Hmm. Et puis après, ouais, j'ai plein de stratégies du coup que j'ai mises en place pendant les vacances là. Donc ouais, j'ai pas mal de sujets pour les prochaines semaines. Super. Parfait. La suite au prochain épisode, du coup, merci beaucoup, Pascal. À la semaine prochaine. Et on enchaîne, du coup, avec notre chronique sur les actus IA avec Cyril et Michael. Hello, hello. Ah, Ah, Cyril, Cyril, t'es tu es mute. muté. J'ai vu. Et Pascal fait aussi des séminaires entiers à la montagne, donc pour ceux que ça intéresse. Non mais c'est vrai, en vrai ça a l'air trop bien, si je ne travaillais pas. Allez, let's go, on va parler un petit peu d'IA et des news IA. On enchaîne. De quoi vas-tu me parler, Mika, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, on va faire un petit focus de circonstance sur le CES qui se passe à Las Vegas. Donc, c'est en cours, hein. C'est du 7 au 10 janvier. C'est le 10, si je dis pas de bêtises. Donc, ça finit demain. Alors, le CES, petit rappel, c'est un petit peu la grande messe tech De la tech, de l'année. Une des grandes messes, mais on va dire que c'est la principale. Et donc, c'est elle qui concentre, on va dire, vu qu'elle démarre en plus systématiquement en début d'année, elle permet de brosser un petit peu les différentes narratives qu'on est en chance d'avoir cette année, voire dans les années à venir. Donc, généralement, c'est ce qui permet un petit peu de savoir à quelle sauce on va être mangé niveau tech à minima au cours de l'année. Ouais. Et donc, le CES, avec un focus sur Nvidia, hein, qui a un petit peu démarré le CES avec un paquet d'annonces. C'est les grands gagnants en plus, hein. Très clairement, c'est ceux qui ont mis la lumière en fait sur ce salon cette année. Exactement, littéralement, du coup. Donc, effectivement, alors beaucoup de sujets, alors pas que IA, même si, bon, bah, de plus en plus, c'est un petit peu l'essentiel hein, des différentes interventions. Ça gravite toujours pas très loin de l'IA, côté tech et côté intervenant. Il y a bien sûr pas que Nvidia, hein. Mais petit focus sur Nvidia en tout cas aujourd'hui, avec différentes annonces qu'ils ont pu faire. Alors certains sont des secrets de Polichinelle. Si tu peux partager mon écran. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors, ouais, je vous ai sélectionné 2 annonces que je garde un tout petit peu de côté pour la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nvidia a annoncé pas mal de choses. Des partenariats, notamment avec Toyota, donc le constructeur, le fabricant automobile japonais, avec toute la partie en fait partenariat qui aura autour de rendre autonome hein, les véhicules au même titre que ce que commence à faire Tesla, de ce qu'avait fait avant Tesla, Uber, aussi avec les voitures autonomes d'Uber. Et donc là, bon, c'est du côté de Toyota, avec un marché de l'automobile et de la robotique lié à ça, qui est évalué à 1000 milliards de dollars, si on en croit Jensen Huang, donc le CEO de Nvidia. Donc, qui est très bon pour parler. Hein. Très bon pour parler, et puis pour un petit peu survendre un certain nombre de choses, ça, on le verra juste un petit peu après. C'est il y a un discours
C'est ça, marketing derrière, où il va survendre un petit peu la sauce. Donc voilà, un partenariat stratégique avec Toyota. Le lancement de Cosmos aussi, donc qui est le lancement d'un modèle spécialisé dans la génération d'environnements physiques et qui, selon les dires toujours, hein, est capable de comprendre et de simuler le monde réel. Donc tout ça permettrait hein, aussi de rajouter une corde à l'arc dans ce que serait capable de fournir l'intelligence artificielle. Donc apparemment, de ce qu'on a comme information, hein, c'est un modèle qui a été entraîné sur 20 millions d'heures de vidéos. Donc c'est un petit nombre hein, quand même. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Toujours hein, dans cette partie-là aussi. C'est conçu pour améliorer grandement l'entraînement de robots et de véhicules autonomes. Qu'on voit que tout est imbriqué et qu'il y a une narrative qui commence à se dégager petit à petit autour de la robotique de manière générale. C'est ce que j'expliquais il y a un an et demi. Là, on est beaucoup sur, au final, des prérequis qui se mettent en place pour un retour en force de la computer vision et du coup de la robotique en termes de narrative dans les années à venir. Bon, bah là, a priori, on commence à rentrer les deux pieds dedans hein, sur cet aspect-là. Et puis ça fait plaisir parce que c'est un sujet qu'on évoque assez régulièrement ici, la computer vision, donc ça fait plaisir que ce soit mis en avant aussi par les boîtes. De toute façon, tout ce qui est modèle de langage, tout ce qui est amélioration de la computer vision, le but, pas caché du tout, hein, c'est de faire évoluer la robotique qui a besoin de ces évolutions, de ces améliorations pour devenir de plus en plus performante et fonctionnelle hein, pour le coup. Je vais juste prendre un tout petit peu le message de PQ. Que font AMD et Intel? C'est vrai que de manière générale, on a tendance à parler d'NVIDIA parce qu'ils font des cartes graphiques, mais faut pas oublier que AMD et Intel, en fait, ont des partenariats chacun avec notamment les gros constructeurs de cartes graphiques. Ce sont plutôt des constructeurs, eux, de processeurs qui ne sont pas orientés IA, en tout cas pas aujourd'hui. Mais par exemple, Intel fait ses propres chips de cartes de processeurs, incluant du coup une partie graphique, et notamment on l'a vu avec les derniers Ultra, enfin les Intel Ultra récemment, et AMD fait pareil, et notamment ils l'ont mis en place dans des tablettes qu'ils ont annoncées là au CES, et qui sont assez impressionnantes, et donc du coup on peut avoir un petit peu d'IA à l'intérieur, mais c'est pas l'objet de ces cartes, et donc du coup on laisse en général plutôt la place sur ces sujets-là à Nvidia et à la partie graphique de AMD aussi, donc voilà. C'est pas exactement le même dessin, en tout cas, de ces constructeurs. De toute façon, AMD et Intel auront de facto toujours un train de retard un peu structurel et historique. Nvidia, comme on dit, a jamais les premiers sur cet aspect-là. Donc forcément, tu as eu le temps de faire de la recherche. Ça, c'est tout ce qu'on voit, le matériel qui sort, les modèles qui sortent. C'est pas comme ça, hop, un matin on s'est levé, c'est créé. Ça se repose sur des années, voire des décennies de recherche et développement, de coûts associés à ça. Donc ça, c'est pas quelque chose qui peut se rattraper comme ça en deux coups de cuillère à peau. Donc voilà, et effectivement, là-dessus, AMD et Intel sont pas forcément en reste, si on regarde au général, mais spécialisés dans l'IA, la robotique, etc. Bon, on a quand même Nvidia qui met une longueur assez grande aux autres constructeurs hardware. Et du coup, Nvidia, un des trucs principaux qu'ils ont fait cette session, c'est notamment d'annoncer leur nouvelle série de cartes graphiques, la série 50. Est-ce que tu veux un peu en parler ? Ouais, donc série 50 qui a été annoncée, alors pareil, secret de Polichinelle, hein. D'ailleurs les specs, je crois de la 5090 entre autres, avaient déjà fuité quelques heures, voire quelques jours avant, voire quelques semaines si on gratte un peu, avant l'annonce officielle. Mais du coup, on a eu la présentation officielle de ce matériel, donc c'est la série des 5000, hein. Donc comme la série des 4000, des 3000, etc. Qui elle pour le coup reprend donc l'architecture GPU Blackwell, donc c'est le nouveau nom hein, de cette architecture hardware, qui elle c'était pas encore extrêmement sûre qu'elle serait intégrée dans la série 50 parce que pour le moment elle était officialisée que pour la partie data center et les HPC, donc les supercalculateurs entre autres. Et donc là bonne surprise hein,
cette architecture qui est du coup plus évolutive, plus performante que l'architecture d'avant, sera pleinement intégrée dans ces RTX. Donc on se retrouve actuellement sur une petite gamme avec quatre modèles introduits. La 5090, donc qui va être un petit peu l'équivalent de la 4090, hein, donc le haut de gamme. On a la 5080, la 70 Ti et la 70 normale. Avec des coûts, ma foi, allant du simple au triple, voire quadruple pour ces cartes-là, avec à chaque fois des différences en termes de performance matérielle. Donc ça, c'est la partie hardware. Vient aussi, du coup, l'annonce donc liée alors, plus spécifiquement à l'IA d'un point de vue, on va dire, logiciel, d'un point de vue software. C'est l'annonce du DLSS dans sa version 4, hein, qui va permettre, intégré à ces cartes-là, d'atteindre des performances forcément plus importantes que la version 3 précédente, pour la simple et bonne raison qu'au-delà des optimisations d'algorithmes, elle intègre cette fois-ci le MFG, donc le Multi-Frame Generation, qui va lui permettre non plus de générer une image pour chaque image réelle, mais 3. Cette fois-ci. Donc mécaniquement, on est quelque chose d'un peu plus performant. Donc on va dire, si on reste linéaire, 3 fois plus performant. Au prix quand même, il y a toujours des inconvénients d'une latence générale qui sera un peu plus élevée. Donc en fonction du cadre d'utilisation de cette technologie-là, du DLSS, on peut se retrouver certes sur une vitesse, sur une génération plus importante, mais sur une latence plus élevée, donc qui peut poser certains problèmes. Hein. Après, on ne parle pas non plus de latence qui dure plusieurs secondes, hein. On reste sur de la milliseconde, bien entendu. Mais du coup, petit rappel, ce que c'est que le DLSS, c'est de la création d'images en fait générées par l'IA, et notamment dans le cadre du jeu vidéo, parce que à la base, ces cartes graphiques sont très souvent utilisées dans le monde du jeu vidéo, mais pas que, évidemment, dans la génération, par exemple. On l'a déjà montré de vidéos qui sont faites, ou même par exemple de computer vision, on a besoin aussi. Ouais. Et en fait, ce DLSS, c'est typiquement en fait de l'amélioration justement de ce genre de truc. Plutôt que de calculer une image à partir d'une ressource nette, en fait, on va calculer à partir de l'image précédente. Et donc du coup, comme ça, on peut créer plein d'images. Et donc là, ici, on a un cas très clair de sans DLSS et avec DLSS. Bon, là, c'est un cas très très fort sur Cyberpunk 2077. Ce ne sera pas le cas, évidemment, en cas réel, mais on augmente de quasiment x10 les possibilités. À noter juste que, je me suis un petit peu renseigné, le DLSS 4 ne sera pas compatible avec les cartes graphiques anciennes, donc du coup, il faudra forcément passer à la caisse pour acheter les dernières RTX 5060, 5000 et quelques, pour pouvoir avoir accès à ce truc-là. Mais par contre, truc intéressant, c'est que même à bas prix, finalement, comme c'est le cas par exemple avec la 5070, pour l'IA, ces cartes sont assez intéressantes. Pour le jeu vidéo, un peu moins, mis à part le DLSS, mais par contre pour l'IA, elles sont intéressantes, comme on peut le voir notamment avec ça. Avec cette ligne-là, ou ne serait-ce que pour un truc, ils le mettent en avant. Avec une 5070, vous allez pouvoir avoir les caractéristiques de performance des 4090, donc une carte à environ 800 € versus une carte à 2000 et quelques. En fait, ici, on se retrouve avec des teraflops qui sont à 1406 et ici à 1321, donc du coup, on est même au-dessus des capacités de la RTX 4090, et évidemment, ça va de manière exponentielle et on double et demi quasiment les capacités de 5090 à 4090, donc de même gamme, on fait x2,5. Donc c'est quand même vraiment un gap qui est très important. Et en fait, ces cartes graphiques sont vraiment très adaptées à l'IA, peut-être même plus finalement que les possibilités en jeu vidéo. Donc voilà, c'est assez important de noter ça. Et il est 13h17, ma foi. C'est terrible. Ça va si vite. Ça passe vite, ça passe vite. Mais effectivement, là-dessus, oui, pardon, c'est une narrative sur l'IA. C'est des terra opérations et pas des teraflops. Tu as tout à fait raison de me... C'est ça. donc voilà, on est sur du hardware qui débarque et qui utilise du coup les mêmes architectures que le matériel professionnel. Là, on reste sur du retail. Hein. Les séries, les RTX 50 sont du retail, mais effectivement avec des enveloppes, on va dire, de caractéristiques qui commencent à se rapprocher à ce niveau-là. Alors, dernière petite news très très rapide, mais qui est importante, vu qu'on est encore sur le hardware. Donc là, je le partage à l'écran. C'est le projet Digits qui, c'est du hardware, hein, donc un boîtier, alors que je trouve personnellement très moche, très kitsch. Bon, enfin ça c'est les goûts et les couleurs, et qui permet en fait d'avoir du hardware en termes de
de station de travail, hein. Donc là, on est à mi-chemin entre du pro et du perso pour avoir un boîtier à disposition qui, là, pour le coup, intègre une GB10. Donc, c'est les cartes qu'on retrouve notamment dans les data centers et dans du HPC, dans des versions GB100 et les 200 qui vont bientôt sortir, et qui, elles, sont vraiment, alors là, pour le coup, spécialisées, dédiées à de l'IA, que ce soit sur de l'entraînement, de l'inférence ou tout autre type de traitement lié à l'IA, pour un prix de $3000. Donc, alors, pour le retail moyen, c'est quelque chose de cher. Si on regarde ça d'un point de vue station de travail au travail, hein, au boulot, moi, personnellement, la boîte que j'ai, on est sur des enveloppes de budget qui tournent autour de 2500, 3500 euros, on parle en euros. Donc, on est complètement dans la gamme de prix où on pourrait remplacer, par exemple, toutes nos machines par ce type de matériel. Donc, voilà, c'est vraiment un créneau intéressant engagé par NVIDIA. Et juste, alors, dernière, si tu me le permets, on parlait du DLSS tout à l'heure. Ce qui est assez rigolo, c'est que sous le capot, la technologie, l'architecture du modèle est très simple. C'est des auto-encodeurs. Donc, voilà, pour les personnes qui connaissent les différents types de modèles de deep learning, on est sur l'auto-encodeur. Et petite anecdote, les auto-encodeurs, on a entraîné des mini DLSS avec les développeurs IA lors de la formation chez Alira. Donc, on a recréé des mini DLSS qui permettaient de générer notamment des images sur la base d'une image en faible qualité, hein, et qui permettait de faire de l'upscaling. Voilà, petite anecdote. C'est beau. Donc voilà, évidemment, hein, vous pouvez vous renseigner sur les formations IA chez Alira du côté de alira.fr. Et maintenant, on va passer au dernier sujet. Je vais te garder avec moi un petit peu, Mika. Je vais inviter Gaëtan et Virgile pour parler de ça. Et je vais prendre le premier sujet parce que c'est un sujet IA et de fait, ce dernier point, donc c'est l'analyse de la semaine. C'est donc du coup quels sont les narratifs de 2025. Et je vais commencer avec le petit sujet des agents IA. En fait, les agents IA, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années, notamment dans l'informatique traditionnelle, pour plein de cas d'usage différents. Et notamment ici, je vais vous présenter quelques petits éléments. On a par exemple ici LangChain. Alors LangChain, c'est aujourd'hui le principal fournisseur d'agents IA. Donc c'est l'un des principaux SDK d'agents IA qui est très utilisé partout par des très grosses entreprises. Voilà, il les cite ici. Et c'est quelque chose qui est utilisé de longue date et qui marche très bien, qui permet notamment pas mal d'automatisation, du travail en interne pour des équipes qui vont partager des documents qui ont besoin d'être analysés régulièrement et ce genre de choses. Ça marche très bien. De la même manière, Microsoft a ses outils d'IA, comme par exemple AutoGen, qui est visiblement d'après mes recherches, qui est l'un des plus utilisés aussi. Très bien, ça fonctionne bien. Eh bien, en fait, ces agents IA, aujourd'hui, arrivent aussi dans le monde de la blockchain. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très mis en avant depuis à peu près 6 mois, 1 an, et qui commence à péter, avec notamment un qui est très mis en avant, c'est celui de A7Z, qui est un agent IA qui s'appelle ElisaOS, et qui permet, ElisaOS, de pouvoir créer justement des agents IA qui vont venir par exemple, analyser des courbes de tokens, par exemple, de combien monte le Bitcoin, de combien monte le TH, et du coup de pouvoir prendre assez facilement des décisions un petit peu autonomes. De la même manière, étant donné que c'est des agents IA qui vont utiliser des LLM la plupart du temps, on va pouvoir leur parler à ces agents IA. Et donc du coup, comme il le montre ici, je sais que j'avais un petit graphe, on va pouvoir utiliser des clients comme par exemple Discord ou Telegram, et directement avec notre petit Telegram le connecter et dire à Elisa, un agent IA c'est un petit peu quelque chose de personnalisé, donc on va pouvoir vraiment parler à Elisa et on va pouvoir lui dire ok bon bah maintenant s'il te plaît fais un acte d'achat un petit peu fort avec beaucoup de risques ou au contraire achète plutôt ce truc là et en fait elle va le faire pour nous, donc même plus besoin de sortir son propre MetaMask et son propre site web, en fait elle va faire tout ça si elle connaît évidemment l'ensemble des informations qui lui permettent de réaliser l'action. Bref, les agents IA c'est quelque chose qui se développe énormément. Évidemment, il faut avoir des connaissances pour pouvoir développer ça, mais c'est mis en avant aussi parce que des entreprises mettent au point des agents IA qui sont simplifiés. Et notamment pour ça, dans la blockchain, on a Virtual Protocol qui permet, avec des développeurs qui auront créé toute l'infrastructure et donc toute la stack technique pour pouvoir générer ça, de faire des petits tokens qui vont en fait être derrière des agents IA qui vont prendre leurs décisions de manière autonome. Et bon, je peux investir par exemple sur le game, j'achète le token, et ce token évidemment a la valeur de ce qu'il a investi.
et on se partage évidemment cette valeur avec l'ensemble des utilisateurs dessus. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ça. Et donc c'est à mi-chemin évidemment entre l'IA et la blockchain. Donc ces agents IA qui sont là depuis de longue date sont de plus en plus utilisés dans la blockchain, avec des outils comme par exemple ELISA qui est aujourd'hui le plus utilisé visiblement, et Virtual, ce qui propose du coup des IA un petit peu toutes faites. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Évidemment, il y a AI BXT et il y a aussi Fetch qui propose ça, FET, qui propose ce genre de petits trucs. C'est Non, ouais. vraiment la narrative du moment, hein, du début d'année. On entend parler que de ça depuis 3 semaines, un mois. Mais je pense qu'on est sur une version 0.0 de ce que ce sera dans le futur, hein. C'est vraiment des prémices et que ça va sans doute énormément évoluer dans les mois et les années qui viennent. Par Tout contre, à fait. ça prend effectivement tout son sens vis-à-vis de la blockchain, et notamment le pilotage de smart contracts par des agents IA. Quand on y regarde d'un point de vue plus macro-philosophique, on est sur quelque chose de pas du tout déconnant à ce niveau-là, d'avoir au final des smart contracts pilotés par de l'intelligence artificielle, ce qui rendrait les smart contracts encore plus smart, hein, pour le coup. Donc on est quelque part sur une narrative que je trouve là, pour le coup, pas trop forcée entre l'intersection IA et blockchain. Il y en a qui sont un peu plus forcés, mais celle-ci, je la trouve très intéressante. Ouais, surtout quand tu rajoutes l'interaction avec les réseaux sociaux en plus, hein, parce que maintenant ils sont capables bien sûr. d'analyser du coup tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour interagir avec les smart contracts en fonction. Alors on pense de suite à des applications financières de trading, puisque l'IA il a l'avantage de ne pas dormir, hein, et de pouvoir regarder énormément d'informations en quelques minutes. Donc pour trader, s'adapter aux conditions macro, je sais pas moi, un missile vient de partir d'une base iranienne en Jordanie, bah, il peut directement s'adapter, dire bah, je vais arbitrer telle et telle position, ce que vous ne vous pourrez pas faire en dormant. Par exemple. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, mais ça aura plein d'autres usages que des applications financières. Autre narrative, on enchaîne de 2025. Bien sûr. Allez, je continue. Une narrative qui perdure d'année en année, c'est la narrative de l'infrastructure, à la fois des layers 1 et des layers 2. Hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle le Big Fat Protocol Thesis. Donc c'est que la couche d'infra est celle qui récupère le plus de market cap, d'intérêt financier, quand tout un tas d'applications financières se développent au-dessus. C'est pour ça que le fameux L1 Trade, c'est le fait d'investir dans les crypto-monnaies des Layer 1, a toujours marché jusqu'à présent. Je pense que la narrative va perdurer en 2025. Il y en a 2 gros Layer 1 qui vont arriver. Donc un Layer 1 qui s'appelle Monad et l'autre, bien sûr, dont le nom m'échappe, Berachain, mais c'est pas celui-là que j'avais en tête. Je ne sais plus. C'était peut-être celui-là. Bref. Ça m'en reviendra au pire, il faudrait que je relise mon propre post LinkedIn. On a des layers 1 qui vont arriver, mais je pense que c'est ça, Berachain et Monad, qui sont des layers 1 qui sont quant à ce net, qui n'ont pas démarré et qui ont pour autant réussi, c'est assez fou, à avoir un gros mindshare et une grosse communauté qui les suit. Il y a énormément de gens, ils ont beaucoup de pouvoirs sociaux à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les personnes qui sont intéressées par les différents projets qui vont se déployer sur ces blockchains-là. Donc à voir, chaque nouveau layer 1 apporte toujours énormément d'émulation dans l'écosystème blockchain, et ce sont les 2 qu'on attend le plus en 2025. Et puis on a aussi toute une couche de layer 2. Alors ça pareil, ça fait 2 ans que ça dure, mais cette fois-ci plutôt on parle de alt VM, ça veut dire qu'elles vont utiliser des machines virtuelles différentes que le VM. Aujourd'hui, la plupart des roll-ups que l'on connaît utilisent le VM, hein, Optimism, Arbitrum, Base, etc. etc. On pense que de plus en plus d'alternatives VM vont être déployées cette année, et qu'ils vont réussir à attirer de la traction, notamment la traction envers les devs, parce que c'est eux qui sont importants pour créer des applications. Donc on peut penser à tout l'écosystème Move, Cyril en parlait tout à l'heure avec Aptos et SUI. On va avoir des roll-ups avec donc le langage de programmation Move, le plus connu c'est Movement. On va avoir des roll-ups qui utilisent des machines virtuelles dédiées, des machines virtuelles qui utilisent aussi des alternatives Data Availability Layer comme Celestia. Bref, énormément de projets d'infrastructure qui vont arriver. Et celui que j'aime beaucoup, c'est Eclipse qui va tout simplement porter la SVM, donc la Solana Virtual Machine, sur un Layer 2. Donc vous aurez l'écosystème de Solana, donc vous pourrez notamment déployer toutes les applications de Solana sur Eclipse, tout en étant un Layer 2 d'Ethereum, et donc bénéficier de toute la liquidité d'Ethereum et de sa sécurité. Voilà, c'est assez intéressant. Ça, je pense que c'est une bonne narrative pour 2025 également. Ouais, de manière générale, tous les non-EVM. Est-ce que Virgile, tu avais d'autres trucs à nous évoquer? J'étais mieux, désolé. Ouais, Effectivement, j'ai d'autres trucs, et notamment ce qu'on pourrait traduire par les réseaux physiques décentralisés, ou en anglais ce qu'on appelle le DePIN. Et en gros, alors c'est une narrative qui date d'assez longtemps. C'était vraiment en 2023 que ça a commencé à décoller. Mais depuis, le secteur n'a absolument pas cessé de progresser. Au contraire, il y a eu énormément de secteurs différents.
en fait, on a des réseaux d'énergie, on a des réseaux sans fil qui ont été développés, notamment avec Helium, qui a lancé un abonnement mobile qui est géré uniquement par des particuliers, ce qui est quand même assez fort. T'as Pour des, 3 fois moins cher. Et pour 3 fois moins cher que l'abonnement mobile traditionnel. Parce que les forfaits mobiles sont extrêmement chers aux États-Unis. On s'en rend pas trop compte, mais c'est dans les $70 par mois, je crois, l'abonnement mobile là-bas. Exactement. Et exactement, c'est un tarif $20 par mois, c'est un tarif à peu près normal chez nous, mais aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a tous les réseaux de capteurs également, et il y a aussi des réseaux pour des ressources digitales. Donc tout ce qui est puissance de calcul avec Akash, etc., ce qui est très utile pour mettre en commun de la puissance de calcul pour entraîner des modèles d'IA. Il y a le stockage de données décentralisé aussi avec Filecoin et son réseau IPFS, pour ne citer que lui. Il y a aussi beaucoup d'alternatives. Il y a aussi des réseaux pour partager les bandes passantes. Il y a eu Grace qui s'est fait assez remarquer à ce niveau-là au cours de l'année 2024. Et puis, ouais, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, non seulement il y a de plus en plus de blockchains qui sont adoptés pour mettre en place des projets d'épines, mais en plus, on a une véritable multiplication des secteurs d'activité. Tu vois. C'est par exemple, c'était pas vraiment possible d'imaginer des réseaux sans fil en 2023 qui soient gérés de façon, enfin, qui ne dépendent pas d'un opérateur de télécom. Et là, on se rend compte qu'il y a des vrais cas d'utilisation et que le secteur devrait continuer de se développer, voire même se faire assimiler par des opérateurs qui existent déjà. Donc voilà pour tout ce qui est lié au Dépine. Autre narrative qu'on pourrait citer, je pense, qui date déjà de fin 2024, hein, c'est la renaissance DeFi. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc la DeFi, c'est toujours le secteur d'activité principal de toute blockchain, mais ça faisait un an et demi qu'il était un peu moribond. Et depuis globalement l'élection de Trump et le fait qu'on anticipe le fameux fee switch, le fait qu'on pourra désormais activer la redistribution des dividendes ou la redistribution des revenus d'un protocole au possesseur du token de gouvernance de ce protocole-là, a rendu de l'intérêt d'abord financier à ces tokens et donc au protocole. Et c'est couplé à tout un tas d'innovations même assez récentes dans le monde de la DeFi. Alors, on a eu l'explosion de ce qu'on appelle les yield dérivatives, donc les dérivés de rendement. Pendle, que vous connaissez sans doute, puis il y a Spectra maintenant qui marche énormément depuis quelques semaines aussi, par exemple. On en a d'autres qui arrivent sur d'autres blockchains. Le restaking et toute la DeFi associée au restaking. Donc, on a énormément de choses faites par Ether Finance, par exemple, sur cet aspect-là. Plein de nouveautés qui donnent une véritable renaissance. On a AAV qui est assez plus haut, je crois à 30 milliards de TVL aujourd'hui en fin d'année. Vraiment, c'est assez intéressant. Alors, le système, encore une fois, n'a jamais été mort. Hein, il a toujours persisté. C'est le cœur battant d'une blockchain, hein, la DeFi, de toute façon. Mais une vraie renaissance, à la fois en termes d'activité, de TVL, et à la fois en termes financiers pour les tokens de gouvernance de ces projets DeFi. Et ça devrait perdurer en 2025. Du moins, ça va aussi dépendre des premières décisions de Trump, je pense, dans les 6 premiers mois, et de la concrétisation de ce fee switch ou pas. Mais assez intéressant comme narratif pour 2025 de suivre tout ça. Et ça reste, à mon sens, la plus intéressante en titre personnel quand c'est pas professionnel, puisque pour ceux qui ont leur propre fonds investis dans la blockchain, hein, que ce soit Bitcoin, Ether ou des stablecoins, c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe en DeFi. Évidemment. Et donc, c'est la fin de ces narratives. Du coup, les quelques-unes qu'on a citées, c'est les agents IA, l'infrastructure aussi non EVM, et puis le côté d'épine, et enfin, la future de la DeFi avec les nouveaux protocoles et le principe d'une DeFi Renaissance cette année. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite encore une fois une très bonne année. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours sur alira.fr, que ce soit pour la blockchain ou pour l'IA avec Mika. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les copains. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. La semaine prochaine. Salut.